Je fais cette vidéo pour parler de la franc-maçonnerie, parce qu'on en entend souvent parler, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Il y a beaucoup d'ignorance à ce sujet-là, donc je pense que c'est important de bien expliquer ce que c'est que la franc-maçonnerie, ses origines, qui sont les francs-maçons, etc. Donc la franc-maçonnerie, c'est une société secrète, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à voir avec une association, un social club, quelque chose comme ça. C'est une société secrète tout simplement parce qu'elle est composée de rites initiatiques. Donc vous avez trois niveaux fondamentaux dans la franc-maçonnerie. Le premier, c'est l'initié, le deuxième, c'est le membre, et le troisième, c'est le maître. À chacun de ces niveaux, l'initié va avoir accès à des secrets codés plus importants de la confrérie. Chacun de ces niveaux initiatiques dans la franc-maçonnerie correspond à des degrés. Et ces degrés se distinguent entre eux par des rites différents, des serments et des codes différents. Parmi ces rites, vous avez le rite ancien écossais et appelé, donc qui lui, par exemple, ce rite-là est composé de 33 degrés, qui est un chiffre important dans la franc-maçonnerie et qui, a priori, garderait les plus grands secrets francs-maçons. Et bien entendu, sa signification n'est connue que des maçons. Ensuite, vous avez le rite d'York et le rite Schreiner. Chacun de ces rites, donc encore une fois, est composé de sermons, de codes particuliers qui les distinguent. Donc la franc-maçonnerie aurait à minima 4 siècles et sans doute remonterait même jusqu'à l'époque des Égyptiens sous Imhotep, qui était lui bâtisseur de pyramides. Le triangle est un symbole très fort de la franc-maçonnerie. On le retrouve d'ailleurs sur le grand sceau des États-Unis, présent sur chaque billet de banque. Pour comprendre qui sont les francs-maçons, il faut faire un saut dans le temps et remonter au XIIe siècle, à l'époque des bâtisseurs. Donc il y a une grosse révolution à cette époque-là au niveau de l'architecture en France. Et donc toutes les villes se mettent un peu en compétition pour construire les plus grandes cathédrales. Ça donne naissance à un groupe de maçons, de constructeurs, de bâtisseurs qui gardaient leur secret de construction entre eux. Donc, ils ne le transmettaient jamais par écrit, tout se faisait par voie orale, etc. Ce savoir qu'ils avaient et qu'ils ne partageaient avec personne, ils l'apprenaient dans ce qu'on appelle une loge. Et donc, l'apprenti recevait son savoir du maître maçon. Ensuite, ils étaient ensuite appelés francs-maçons. Ils étaient donc itinérants, ils avaient le droit d'aller d'une ville à l'autre, de chantier en chantier, et ils se reconnaissaient entre eux par des codes. Par exemple, la manière de serrer la main. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la franc-maçonnerie est une société secrète parce qu'elle est composée de rites initiatiques. Ce que vous allez pouvoir retrouver dans ces rites, par exemple, donc je vous donnais des exemples de quelqu'un qui s'initie. Donc l'initié conduit les yeux bandés, il est dévêtu, il jure de ne jamais révéler les secrets maçonniques, il fait un pacte de sang et le maître aspirant observe sur lui un rituel de mort faisant rappel à un sacrifice humain. Pour les francs-maçons, la personne qui s'est initiée n'est plus ensuite la même personne. C'est-à-dire que eux, ils disent qu'elle est différente. Ça veut dire que pour eux, c'est une véritable renaissance de sa personnalité, de sa psychologie, de sa vision du monde. C'est vraiment pour eux quelqu'un d'autre. La notion de confidentialité est très importante dans la franc-maçonnerie. La notion de silence aussi est très importante dans la franc-maçonnerie. On se tait et on écoute pour bien apprendre. Et ensuite, on garde le silence, on garde les secrets. D'ailleurs, le serment maçonnique prévoit que celui qui trahirait la confrérie et révélerait des secrets maçonniques aurait la gorge tranchée, serait étripé et brûlé vif. Les francs-maçons sont les pères fondateurs des États-Unis. Donc, parmi les plus célèbres, George Washington, franc-maçon initié à l'âge de 20 ans en 1752. Benjamin Franklin, initié en 1731. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais voilà, je ne vais pas vous donner trop de noms. Mais vraiment, ce sont eux les pères fondateurs des États-Unis. C'est eux qui ont créé la Constitution des États-Unis et c'était tous des francs-maçons. 13 des signataires de la Constitution des États-Unis étaient francs-maçons. Au moment de créer la Constitution des États-Unis, les pères fondateurs ont cherché un modèle. Ils en ont trouvé qu'un seul, la Constitution, donc un document maçonnique qui s'appelle la Constitution d'Anderson. Un document qui date de 1723, donc de plus de 60 ans en arrière. Donc vous retrouvez des choses complètement similaires dans la Constitution des États-Unis, dans ce document, qui à la base réglait la gouvernance de toutes les loges maçonniques. C'est-à-dire que la Constitution d'Anderson, à la base, avait pour vocation de réglementer la gouvernance de toutes les loges maçonniques. On trouve dans la Constitution d'Anderson des choses similaires à ce que vous allez retrouver dans la Constitution des États-Unis, ce qui est logique puisque ça a été le modèle. Donc notamment les articles 10, 14 et 57, la règle sur les élections, le suffrage universel, le droit de vote pour tous ses membres, la liberté d'expression, la liberté de culte,
Et comme je le disais tout à l'heure, 13 signataires de cette constitution étaient francs-maçons. Donc c'est vraiment les pères fondateurs des États-Unis, c'est vraiment les francs-maçons qui ont créé la constitution des États-Unis. D'ailleurs, même le serment du président qui se répète tous les 4 ans est un rite maçonnique. George Washington, lors de son investiture, a demandé à jurer sur la Bible. Comme il n'y en avait pas, il a demandé à ce qu'on lui en amène une d'une loge. Donc on lui a amené une Bible et là il a juré sur la Bible à la manière maçonnique, donc en accomplissant un rite maçonnique. Et depuis, c'est resté dans la tradition des États-Unis. Washington est vraiment le lieu emblématique de la franc-maçonnerie. Donc Washington a été créé par George Washington, qui s'est fait aider à ce moment-là par Pierre-Charles L'Enfant, qui était architecte et qui était également franc-maçon, et Benjamin Balker. Tous les monuments que vous retrouvez à Washington, le Washington Monument, donc l'obélisque, la Maison Blanche, le Capitole, tous ces monuments sont des symboles maçonniques. Et la ville de Washington regorge de symboles maçonniques. Donc en créant Washington, ils ont donc créé ce que les maçons appellent le triangle fédéral. C'est-à-dire que tous les monuments sont placés à des endroits bien précis pour former le triangle de Pythagore. À tel point que à un moment donné, ils ont dû déplacer le Washington Monument, donc l'obélisque, parce qu'il était donc fondé sur un sol trop marécageux. Ils l'ont déplacé, mais ils ont laissé ici une pierre qui rappelle l'endroit précis du sommet du triangle, pour vous dire à quel point c'était très important pour eux. Et quand ils ont construit Washington, ils ont posé la première pierre également à un endroit précis, en hommage au père bâtisseur. Les prophéties maçonniques font partie des plus grands secrets de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, le plus grand serait la prophétie d'une apocalypse, ce qu'ils appellent donc l'Armageddon, la fin du monde, d'une apocalypse, une grande catastrophe, un météorite qui s'abat sur la Terre, un grand cataclysme, etc. Et qui donnerait naissance ensuite à une société nouvelle. Chaque monument de Washington est en réalité un symbole maçonnique codé qui vient parler de ces prophéties. Par exemple, le Washington Monument est en réalité un calendrier donc qui vient donner une chronologie d'événements, donc des prophéties qui sont donc révélées à travers la hauteur du monument. C'est pour ça qu'il est très haut. La Maison Blanche serait en réalité un temple. Donc il faut savoir que les francs-maçons se réunissent dans ce qu'ils appellent un temple. Entre eux, ils s'appellent également frères et sœurs, ce qui rappelle un peu un côté religieux à ce groupe-là. Et lorsqu'ils ont construit la Maison Blanche, par exemple, ils se sont inspirés du temple de Salomon. Ils se sont inspirés du temple de Salomon, pas pour rien, parce que dans la Bible, le temple de Salomon renferme un trésor, ce qu'on appelle le trésor de l'Alliance. Donc la Maison Blanche renfermerait, cacherait ce que l'on appelle donc le trésor des francs-maçons, qui ne serait autre que le trésor pris aux confédérés après leur défaite pendant la guerre de sécession. Et c'est Albert Pike, donc un des plus grands francs-maçons de son histoire, qui fut l'un des plus grands francs-maçons pendant des décennies, qui aurait caché lui-même ce trésor et codé son emplacement à travers donc ce qu'on appelle une feuille de route. C'est-à-dire qu'une fois qu'on déchiffre tous les codes et les symboles, etc., qui sont cachés dans les monuments, etc., à Washington, tout ça constitue en fait une carte, ce qu'ils appellent eux une feuille de route qui conduit au trésor des maçons. Donc Albert Pike, il faut dire aussi que c'était donc un esclavagiste, un criminel de guerre, reconnu donc par l'histoire comme criminel de guerre, dont les hommes torturaient, scalpaient les soldats faits prisonniers pendant la guerre de sécession. Pourquoi les francs-maçons n'ont pas utilisé ce trésor-là, le trésor qu'ils sont pris aux confédérés, pourquoi ils ne l'ont pas utilisé à cette époque-là? En fait, ils l'ont gardé et ils le gardent encore. Donc ce trésor, il était essentiellement composé d'or, d'argent et d'armes. Ils le gardent pour une raison bien précise, pour une utilité bien particulière, parce que pour les francs-maçons, donc ce qu'ils appellent la grande prophétie, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la fin du monde, cette grande catastrophe qu'ils prédisent et qui va arriver, donc qui cache par des codes et des symboles. Donc notamment dans le Washington Monument. Pour eux, voilà, après cette grande catastrophe naturelle, ce grand bouleversement qu'il va y avoir dans le monde, ils vont donner naissance à une nouvelle société. Et donc, ils gardent cette fortune, ce trésor-là, pour la construction de cette nouvelle société. La Maison Blanche regorge de symboles maçonniques. Vous avez des fresques notamment qui représentent George Washington comme divinisé. Elle ne regorge que de symboles maçonniques. Vous retrouvez d'ailleurs des symboles que vous retrouvez dans toutes les loges, donc le maillet, le compas et la truelle, donc qui rappellent les bâtisseurs. George Washington est enterré dans la crypte,
de la Maison Blanche, mais son corps n'est pas dans sa tombe. Là encore, c'est un symbole maçonnique, parce que son corps, il a été enterré à un autre endroit par sa femme. Mais encore une fois, c'est un symbole maçonnique qui ferait référence à une résurrection, qui divinise finalement George Washington. Il faut bien comprendre la différence entre une organisation et une société secrète. Si on fait un parallèle, par exemple, avec la Cosa Nostra, qui est donc une organisation criminelle italienne, ce qui fait sa différence, par exemple, avec une organisation criminelle normale, c'est justement que c'est elle aussi une société secrète. Par exemple, la Cosa Nostra n'était pas simplement une organisation de malfaiteurs qui se réunissaient pour prévoir des coups. En fait, c'était une véritable société secrète. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait des rites initiatiques. Ce qui est important, c'est de comprendre la différence entre une société secrète et une organisation. Et la différence se fait simplement dans les rites initiatiques. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de rite initiatique, c'est simplement un groupe, c'est une organisation. À partir du moment où il y a des rites initiatiques, une hiérarchie, là, on fait partie d'une société secrète. Des secrets à garder, lorsqu'on est puni si on n'obéit pas, lorsqu'on est puni si on révèle ses secrets. Les sociétés secrètes ont pour vocation de rester dans l'ombre, d'opérer dans l'ombre. Les francs-maçons ne révèlent pas qu'ils sont francs-maçons. Donc, à partir de là, il faut vous poser des bonnes questions. Moi, personnellement, je vous mets en garde contre ces sociétés secrètes-là, tout simplement parce que vous ne serez plus libre d'être vous-même. D'ailleurs, les francs-maçons le disent eux-mêmes. L'initié, après avoir passé le rituel initiatique, est différent. Ce qu'ils appellent différent, c'est qu'il a une conscience nouvelle, une personnalité nouvelle, c'est quelqu'un d'autre. Et pour moi, ici, il y a une notion d'emprise, c'est-à-dire qu'on obéit à des règles, on obéit à des codes, on se tait quand il faut. Donc, finalement, on n'est plus vraiment libre. À partir du moment où on n'a pas la liberté de parler, on n'a pas la liberté de révéler certaines choses, à partir du moment où on doit respecter des codes, à partir du moment où on doit respecter une hiérarchie, etc., c'est qu'on a une certaine privation de liberté. C'est qu'on n'est plus nous-mêmes, on n'est plus libre de vivre comme on l'entend, on n'est plus libre de penser comme on l'entend. La vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager justement pour diffuser au maximum les informations sur la franc-maçonnerie, mettre en garde les gens et ça peut aider. Donc n'hésitez vraiment pas à partager si vous avez aimé cette vidéo.